Bonjour à toutes et à tous. Merci Laura, merci de cette invitation. Euh, on va prendre un petit quart d'heure pour parler des chirurgies bariatriques du point de vue d'un chirurgien. Donc, on sera dans le technique, tout en essayant d'avoir euh, un langage le plus universel possible, on va dire. Je ne vais pas être dans la technicité, mais à la fin, toute question sera la bienvenue, bien sûr. Euh, Voilà, je vais vous parler des techniques qui sont actuellement autorisées par l'HAS et remboursées par la Sécurité sociale. Et puis, en fonction du temps, je pourrais éventuellement vous parler de quelques nouveautés qui vont arriver dans les mois à venir. OK, et donc, allons-y. Donc, juste un petit récapitulatif rapide des indications à la chirurgie bariatrique et qui ont été effectivement reprises par les dernières recommandations. Il y avait déjà une base très solide sur les recommandations précédentes, mais ayant les nouvelles recommandations précisent davantage, on va dire qu'on part d'une manière assez solide par l'IMC. Hein, l'IMC, cette mesure de l'obésité qui est certes très imprécise, mais qui a l'avantage et le mérite d'être simple. Et donc, il nous donne un premier cadre pour identifier les patients qui sont éligibles à la chirurgie. Donc, quand l'indice de masse corporelle est supérieur à 40, oui, on peut proposer la chirurgie. Hein. Ce n'est pas le seul critère, mais c'est une première porte ouverte. Si on est en obésité grade 2, avec l'IMC entre 35 et 40, la chirurgie est envisageable seulement en présence d'une autre pathologie susceptible de s'améliorer avec la perte de poids. Et donc, nous avons une liste qui était déjà existante avant ces nouvelles recommandations, avec le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, etc. Les nouvelles recommandations ont étendu cette liste, vous les trouvez sur les recommandations, et voilà, cela est assez précis et permet de rendre légitime une demande de chirurgie. Et puis, plus récemment, nous sommes allés un peu plus loin à proposer la chirurgie pour des patients qui sont en obésité de grade 1. Donc, en IMC 30-35, on va dire entre guillemets une petite obésité, si vous me permettez l'expression. Mais cela n'est justifié que s'il y a une pathologie bien précise, le diabète, et pas n'importe quel diabète, ça doit être un diabète déjà difficilement équilibrable. Donc, l'idée est donc d'avoir surtout, de rechercher surtout un effet métabolique. On ne parle plus en effet des chirurgies bariatriques, mais on parle des chirurgies métaboliques dans cette indication. Alors, les catégories IMC comorbidité sont un premier pas, mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres critères qui nous permettent d'aller vers la chirurgie. Hein, il y a cette prise en charge médicale, nutritionnelle, diététique et psychothérapeutique qui doit durer minimum 6 mois. On dit entre 6 et 12 mois, mais il n'y a pas de limite haute hein, à la prise en charge. Il faut que le patient soit informé, qu'il accepte les suivis à long terme et qu'il y ait une évaluation, donc, une prise en charge pluridisciplinaire avec un risque opératoire acceptable. Les limites d'âge, aujourd'hui, je vous parle de l'adulte, hein, 18-70 ans. La limite supérieure a été relevée un peu. C'était à 60 ans sur les recommandations précédentes. Ça monte jusqu'aux 70. La chirurgie de l'adolescente n'est pas interdite, mais c'est dans un contexte très particulier. Et puis, il y a des contre-indications qui nous poussent à dire stop. En particulier, je vous résume les plus fréquents, les plus marquants, les plus évidents, les troubles psychiatriques non stabilisés. Alors, il n'est pas interdit d'opérer un patient qui souffre de schizophrénie, de maladie bipolaire ou de dépression, si ces pathologies sont correctement prises en charge avec un suivi psychiatrique, avec un traitement et un avis favorable du psychiatre. Mais si ces conditions ne sont pas remplies, là, il ne faut pas y aller. Hein, on met en danger le patient. La même réflexion, on peut la faire sur les troubles du comportement alimentaire grave. Et donc, d'où l'importance de l'éducation diététique au préalable. Bien sûr, on
on n'ira pas à la chirurgie chez les patients qui ont des troubles addictifs vers l'alcool ou d'autres substances. Et puis, une petite note d'attention sur les patients pour lesquels nous pressentons une incapacité à participer à un suivi à long terme. Nous pourrons y revenir dans les questions. C'est les grandes lignes des indications, il y a plein de nuances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles recommandations pour le remboursement des traitements médicamenteux de l'obésité sont construites en miroir sur les recommandations de la chirurgie. Donc, vous trouverez beaucoup d'aspects en commun. On va rentrer dans le vif du sujet avec les techniques actuelles. Donc, l'Haute Autorité de Santé et la Sécurité sociale ont validé et remboursent 4 interventions. L'anogastrique ajustable, la sleeve gastrectomie, le bypass gastrique et la dérivation biliopancréatique. Alors, à vrai dire, aujourd'hui, en France, mais on peut étendre la réflexion à l'Europe, 90-95% des interventions, ce sont des sleeves gastriques et des bypass gastriques. Les 2 autres sont désormais anecdotiques. On va donc commencer par la sleeve gastrectomie ou gastrectomie en manchon, qui est l'intervention aujourd'hui la plus réalisée au monde. C'est assez simple à comprendre. Elle consiste à enlever, à réséquer une partie de l'estomac, une bonne partie de l'estomac d'ailleurs, on estime environ 2/3, selon des critères assez particuliers. Et cette partie d'estomac qui est réséquée est retirée du corps et on laisse en place un manchon gastrique, effectivement, qui est tout fin, vous voyez. Et du coup, les volumes gastriques est considérablement réduit. Et donc, il y a une efficacité un mécanisme d'action qui est tout d'abord restrictif, parce que l'estomac est plus petit et donc avec moins de volume alimentaire, l'estomac est rempli et envoie un signal de satiété au cerveau. Il y a aussi des mécanismes hormonaux via l'hormone de la gréline, qui est un peu plus sophistiqué, mais ça, c'est le mécanisme principal. Aujourd'hui, c'est une intervention qui est assez rapide, moins d'une heure d'intervention, et dont l'hospitalisation peut être courte, voire très courte. Certains centres sont organisés pour le réaliser en ambulatoire, bien sûr en dehors de toute complication. Les avantages de cette technique, c'est qu'elle est simple, elle est rapide d'exécution, elle a une bonne perte de poids à court et à moyen terme, mais il faut citer aussi le bémol. Un grand nombre de patients développent un reflux gastro-œsophagien qui peut, dans certains cas, être très gênant pour eux. Et puis, c'est une intervention qui peut être sensible à la reprise des poids à moyen et à long terme. La deuxième intervention, qui est le bypass gastrique, elle est plus ancienne parmi les interventions qui sont réalisées aujourd'hui. Elle va fêter ses 50 ans cette année, parce que les premières publications datent de 1966-67. Et c'est une intervention qui consiste à changer, à modifier les circuits alimentaires. Et comment on fait? D'abord, on sépare l'estomac, vous voyez en 2 parties, tout en sachant que chaque partie de l'intestin reste en place, contrairement à la sleeve où on enlève une partie de l'estomac. Là, tout reste en place, on va juste modifier le circuit alimentaire et on va constituer ce circuit alimentaire nouveau qui mime un peu le circuit alimentaire qu'on peut avoir après une gastrectomie pour cancer, par exemple. Sauf que dans le cancer, on enlève tout l'estomac, le montage final est assez proche. Dans le bypass, on laisse tout en place, mais le montage est assez similaire. Donc, vous voyez les aliments qui prennent ce nouveau circuit. En vert, c'est la bile et le fluide pancréatique qui se retrouvent beaucoup plus bas. Vous le voyez ici dans le chemin de droite, la ligne rouge représente le parcours des aliments. La ligne verte, c'est donc la bile et les enzymes pancréatiques. Il y a aussi les sucs gastriques, l'acidité gastrique qui arrive, à vrai dire, et se réunissent sur la partie bas, sous cette anse commune en bleu, dans laquelle la digestion est pleine, on va dire.
C'est une intervention un peu plus longue que la sleeve. Entre deux mains expérimentées, on est autour de 1h30. Et la durée d'hospitalisation est assez proche de celle de la sleeve. Et effectivement, dans des cas comme les suites sont simples, les patients restent autour de 2-3 jours. Les avantages de cette intervention, c'est que nous connaissons les résultats à long terme et ils sont plutôt favorables. Elle est par contre un peu plus technique à réaliser. Les complications à long terme qui peuvent être un peu difficiles à appréhender, c'est un peu plus rare, mais quand même réel, comme les douleurs abdominales. Il y a un risque d'occlusion parce qu'on modifie considérablement l'anatomie et donc l'intestin est sujet à ces risques d'occlusion. Et puis, il y a la question du risque des carences à lesquelles les patients sont exposés, surtout si l'observance à la supplémentation vitaminique n'est pas exemplaire. Je vais vous parler rapidement de l'anneau gastrique, même si c'est une intervention qu'il y a plus quelques centaines d'interventions par an dans quelques centres qui est resté très fidèle à cette technique. Mais surtout, il y a encore, on estime environ 50 000 personnes en France qui ont encore un anneau gastrique en place. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier de quoi on parle. Donc, c'est une bandelette en plastique qui est enroulée autour de la partie haute de l'estomac. Voilà. Elle est fixée pour éviter de bouger avec des points de suture entre l'estomac, la partie basse et la partie haute de l'estomac. Et sa particularité, comme le dit le nom, c'est que le calibre de cet anneau est ajustable. Et comment on fait? Eh bien, vous voyez, il y a un cathéter qui est relié à un boîtier qui est exactement comme le boîtier des perfusions en veine centrale, que nous pouvons aller ponctionner à partir de la peau pour injecter ou retirer du liquide et donc modifier le calibre de l'anneau. C'est une idée qui, voilà, vous voyez le mécanisme, assez séduisante, qui a fonctionné pendant un certain temps. C'est une intervention très rapide. Ça se fait aujourd'hui quasiment qu'en ambulatoire. Son mécanisme, c'est plutôt restrictif, avec un ralentissement du passage des aliments. Et puis, très rapidement, je vous citerai la 4e intervention, qui est la dérivation biliopancréatique avec switch duodénal. On pourrait croire que c'est un mélange entre le bypass et la sleeve. Vous voyez dans le schéma de droite, la partie haute de l'estomac l'estomac a été coupé exactement comme une sleeve, mais en plus, il y a à nouveau cette modification du circuit alimentaire qui est bien différent du montage du bypass, avec une anse alimentaire qui a fait environ 250 cm et une anse commune qui est en général très courte. Donc c'est une technique qui est effectivement très, très efficace parce que la digestion s'est faite sur moins d'1 mètre. La digestion pleine, on va dire, ça s'est fait sur moins d'1 mètre, mais qui, à cause de cela, expose les patients à un risque majeur des carences. Ça n'a jamais vraiment beaucoup pris en France, c'est réservé à des cas extrêmes, à des patients très sélectionnés. Alors la question est pourquoi on a 4 interventions pour traiter une seule pathologie? C'est relativement rare. En général, pour une pathologie, il y a une technique qui est ressortie comme la meilleure et on l'a adoptée et les autres ont été abandonnés. En fait, il faut considérer que ces techniques chirurgicales, on les évalue sur au moins 2 critères. Pour faire simple, il y a un critère d'efficacité, en termes de perte de poids, en termes d'amélioration des comorbidités, et un critère de sécurité. Quelles sont les techniques qui exposent les patients à plus de complications? Donc, et vous voyez sur cet axe, la dérivation biliopancréatique elle est la plus efficace et la moins sûre, la plus risquée, on va dire, et à l'inverse, l'anneau gastrique ajustable est la plus sûre, mais celle qui est la moins efficace. Donc, ce n'est pas étonnant, finalement, que le bypass et la sleeve qui sont les 2 techniques qui ont émergé parce qu'ils sont un bon compromis entre ces 2
qualités, ces deux paramètres, on va dire. Alors, en termes d'efficacité, parce que le sujet aussi, c'est voir les résultats de la chirurgie, on va déjà regarder la question du poids. Je vous montrerai une seule diapositive. Cette étude suédoise, c'est une étude des cohortes qui a commencé au début des années 2000 et les Suédois sont assez structurés, très organisés pour suivre les patients sur long terme. Et donc, ils ont pris des patients qui ont opéré des chirurgies bariatriques, plusieurs interventions. Vous voyez la ligne jaune, orange, la claire, quoi. Et puis, les patients qui ont été suivis juste d'un point de vue diététique et nutritionnel, la ligne bleue. Donc, vous voyez que jusqu'à un suivi à 20 ans, il y a un avantage en termes de poids qui persiste pour les patients qui ont été opérés par rapport aux patients qui ne l'ont pas. Les petits points que vous voyez, donc la ligne représente la moyenne, et les petits points, c'est les données individuelles. Et donc, ce qui nous raconte ces données individuelles, c'est qu'on a une énorme variabilité des résultats. Et donc, on a des patients, par exemple, qui sont suivis sur le plan diététique, qui ont beaucoup perdu de poids, et des patients qui ont été opérés de chirurgie qui n'ont pas perdu de poids. Mais en médecine, on raisonne en termes de moyenne, en termes de population. Et donc, sur une population, on peut dire que la chirurgie bariatrique à 20 ans a montré le maintien d'une bonne efficacité nettement supérieure à celle qui peut être l'accompagnement hygiéno-diététique. Alors, aujourd'hui, on a des outils très intéressants. Je vous présente celui-là, qui est la première version de l'outil SOFIA, qui a été conçu par l'équipe de l'Université de Lille et qui permet d'estimer la trajectoire du poids avec ces 3 interventions, anneau gastrique, sleeve et bypass, juste en mettant quelques paramètres. Vous voyez le poids et la taille, donc l'IMC finalement, l'âge, le statut tabagique, le diabète, la durée du diabète, le type d'intervention. Pourquoi ces paramètres? Parce que dans leurs études, les auteurs ont trouvé que c'était les facteurs les plus impactants sur l'évolution du poids. Et donc, dans cet outil, en mettant ces paramètres, on peut avoir une estimation de l'évolution du poids jusqu'à 5 ans. Donc là, vous voyez par exemple, pour cette patient, alors les sexes ne rentrent pas, donc c'est vraiment homme ou femme, c'est pareil. Donc un patient, 135 km 65, eh bien à 5 ans, on estime une évolution du poids avec un poids moyen de 95 kg envers c'est le bypass, 113 pour la sleeve. Voilà, beaucoup de chirurgiens, et moi en premier, j'utilise cet outil au quotidien pour discuter avec mes patients de ce que la chirurgie peut leur apporter afin qu'ils puissent avoir des attentes tout à fait réalistes. Et voilà pour les poids. Mais les poids, c'est juste un aspect, parce que perdre du poids a une amélioration sur quasiment toutes les autres pathologies qui sont liées à l'obésité. Hein. La maladie stéatosique du foie, le diabète, l'ovaire polykystique, le reflux, l'incontinence urinaire, l'asthme, l'hypertension. Il y a même aussi une réduction de certains types de cancers et globalement une réduction de la mortalité. Je fais juste l'exemple du diabète. À nouveau, c'est l'équipe de Lille qui nous a montré que les patients qui sont opérés, les patients diabétiques qui sont opérés d'un bypass, au bout de 5 ans, la moitié sont en rémission complète ou partielle de leur diabète. Et puis, ça, c'est un aspect que je trouve très important. Quand on perd du poids, on gagne en espérance de vie. C'est la même chose, c'est le même raisonnement qu'on fait quand on arrête de fumer. Quand on arrête de fumer, avant 40 ans, on gagne environ 10 ans d'espérance de vie. Et la même chose, quand on perd du poids, on gagne en moyenne 6 ans de vie et 9 ans s'il y a en plus un diabète concomitant. Donc, le gain en termes d'espérance de vie est quand même majeur. Je vais rapidement donner 2-3 informations sur les complications. La chirurgie bariatrique, globalement, c'est une chirurgie qui est assez sûre. En termes de complications graves,
nous sommes à 100%. C'est une vieille diapositive, probablement on est autour des 4 aujourd'hui au niveau national. C'est-à-dire que 94% des patients qui sont opérés n'expérimentent pas des complications graves. Les complications graves sont l'hémorragie, la fistule et l'embolie pulmonaire. Hein, l'hémorragie, je vous ai montré une image d'un doigt qui saigne, mais en général, c'est un peu plus abondant, on va dire, un peu plus volumineux, la quantité de sang. Et la fistule, c'est quand le contenu digestif sort du tube digestif pour contaminer le péritoine et donner une infection du péritoine. Et l'embolie pulmonaire que vous connaissez, ça reste un événement très rare, souvent associé à un autre problème. Dernière chose, j'arrive vers la fin, les risques de décès après chirurgie bariatrique restent très faibles. C'est un décès tous les 1000 interventions. Encore une fois, c'est une diapositive qui date d'il y a 3-4 ans. Nous sommes probablement à moins que cela. C'est très proche de la mortalité de l'appendicite. Hein, pour vous dire que nous sommes dans une chirurgie qui est très sûre. Pour terminer, les complications à distance sur lesquelles nous devons veiller sont la reprise de poids, les carences nutritionnelles, puis on a des complications médicales comme le reflux, l'occlusion, la lithiase vésiculaire et l'ulcère. Et puis très important, l'impact psychologique pour ces patients dont le corps change d'une manière très rapide et pour lesquels l'accompagnement psychologique reste indispensable. Dernière, et puis je prendrai les questions si Laura me l'autorise. Un patient sur 5 reprend du poids d'une manière importante. Donc il faut aussi avoir un discours de vérité. La chirurgie bariatrique ne marche pas pour tout le monde, ça marche pour beaucoup de gens. Et donc, il est vrai qu'on peut réopérer des gens qui ont repris du poids. En général, on estime qu'un patient sur 5 va expérimenter une prise de poids assez importante. Et je demande à Laura si je peux parler encore quelques minutes sur la technique innovante ou je m'arrête. Non, Andrea, Alors, vous pouvez continuer parce que visiblement dans le chat, il n'y a pas encore de questions. Donc, ok, je vous laisse poursuivre. Et en attendant, n'hésitez pas à noter vos questions, soit à ouvrir votre micro ou soit à noter directement vos questions dans le chat pour les plus timides. d'accord. Alors, ça bouge énormément en chirurgie bariatrique. Déjà en 2020, l'HAS publiait ce document en disant, eh ben, dis donc, les chirurgiens bariatriques sont très Alors, créatifs. juste Andrea, on voit plus votre écran. Ah, d'accord. Alors, je vais partager alors. Tac. C'est mieux? C'est mieux, oui. Tout à fait. C'est bon. Ok. Et donc, je disais qu'en 2020, l'HAS identifiait au moins 17 nouvelles techniques sur lesquelles les chirurgiens expérimentaient. Et il y en a 4, finalement, 6 ans plus tard, qui commencent à s'installer dans le décor, si vous me permettez l'expression. Donc, il y en a 2 qui vont un peu plus dans l'axe de l'efficacité. On a vu les 2 axes efficacité-sécurité. Le SADI-S, qui a fait l'objet d'un grand essai randomisé française, qui a été publié sur Lancet et qui attend l'avis de la CNAM pour le remboursement. La bipartition du transit, qui aussi a fait l'objet d'un essai randomisé pour lequel on attend la publication des résultats. Et puis, il y a 2 techniques qui vont dans un sens de plus de sécurité, et donc moins de complications, l'endosleeve et la N-sleeve. Donc, rapidement, le SADI-S, donc voici la publication du papier sur Lancet, auquel j'ai eu l'honneur de participer, effectivement. C'est une technique qui... Non, c'était pas ça, pardon. Oh là là. Voilà. C'est une technique qui met ensemble la sleeve, vous voyez ici la résection de la partie haute de l'estomac, plus un changement du circuit alimentaire. Hein. Donc, c'est une simplification de la technique des bipartitions, des dérivations que je vous avais montré tout à l'heure et qui a donné des résultats
très prometteur. Donc, nous attendons que la sécurité sociale se prononce pour un remboursement. Et puis, dans le sens d'une nouvelle technique plus de sécurité, c'est la endosleeve. Donc, c'est une technique chirurgicale qui est faite par voie endoscopique et qui consiste à réduire le volume de l'estomac. En gros, elle va mimer un peu le fait d'une sleeve, mais sans résoquer l'estomac. Et donc, on passe des fils. L'animation, finalement, elle est assez bien faite. Parfois, on parle des capitonnages de l'estomac. Et donc, vous voyez, l'opérateur a tracé ces deux lignes. Et il va passer deux rangées de fil et plus un passage au milieu. Et puis, en serrant ces fils, on réduit la taille de l'estomac. C'est une procédure qui est assez soi-disante. L'idée, elle est intéressante. L'avantage de cette technique, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune résection de l'anatomie normale. Je voulais vous montrer celle-ci aussi, la technique de Nissen sleeve. La technique de Nissen sleeve, c'est une variante de la sleeve gastrectomie. On a vu qu'un des bémols de l'intervention de sleeve, c'est les remontées acides, le reflux gastro-œsophagien. C'est un vrai sujet. Et en conséquence, certains auteurs, notamment des collègues français de Montpellier, se sont posé la question de dire, mais si on mettait ensemble la chirurgie anti-reflux de l'hernie hiatale, par exemple, la technique de Nissen, avec la sleeve. Voici le chemin. La technique de Nissen, c'était faire une cravate avec les fondus gastriques autour de la partie haute, de la partie basse de l'estomac, la partie haute de l'estomac, pas la partie basse de l'ésophage, pardon, la partie haute de l'estomac, et après réaliser une sleeve. Donc mélanger une technique anti-reflux et une technique anti-obésité. Et les premiers résultats sont très prometteurs parce que, effectivement, on a une très bonne perte de poids avec quasiment plus ces problèmes de reflux gastro-œsophagien. On attend des résultats plus concluants des essais randomisés, mais c'est une technique qui semble très prometteuse. Donc, si on voit cet axe des deux techniques, enfin des deux qualités, l'efficacité et la sécurité avec les 4 techniques validées, ces nouvelles techniques se positionnent un peu côté efficacité, un peu côté sécurité. Et bien sûr, je ne peux pas terminer cet exposé sans citer le fait qu'il y a un nouvel acteur qui rentre en jeu, c'est le médicament qui a sans doute des grandes qualités de sécurité et des bonnes qualités d'efficacité et avec lesquels, bien sûr, nous pourrons composer dans les années à venir. Je termine en disant que finalement, la chirurgie bariatrique, c'est une discipline qui est arrivée à maturité, qui en réalise depuis plus de 30 ans en France. Elle est efficace dans le temps, elle est sûre, avec une dynamique innovante. Et dans les années à venir, les défis seront bien sûr la coexistence avec les médicaments et continuer cette lancée sur une innovation permanente. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup, Andrea, pour votre présentation. Donc, on a différentes questions dans le chat. Donc, il y a la première question. Le gain d'espérance de vie est obtenu après une perte de combien de kilos? Eh bien, il existe effectivement, alors, il existe tout à fait toute une estimation. Les paramètres, il y a 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est effectivement combien de kilos on a perdu. Donc, le changement du poids, le pourcentage du poids perdu. Ça, c'est le premier paramètre. Et l'autre paramètre, bien sûr, c'est l'âge. Parce que plus tôt on perd du poids, plus on gagne en espérance de vie. C'est la même chose finalement, c'est exactement la même chose avec le tabac. Plus tôt on arrête, plus on gagne en espérance de vie. Donc il y a des tables sur ça qui nous permettent d'estimer d'une manière précise combien d'années on peut gagner en fonction de l'âge à laquelle on perd le poids. Celle-là, c'était une moyenne pour le patient moyen de 40 ans
qui perdaient environ 25% du poids de départ, les 6 ans. Merci pour la réponse. Une autre question du coup concernant le Nissen, dans quelle indication il doit être proposé et pour quel type de RGO? Ça reste une technique qui, pour aujourd'hui, pour laquelle l'HAS ne s'est pas encore prononcée et qui n'a pas encore une nomenclature précise de la part de la CNAM. Donc, on va dire que c'est encore une des techniques en cours d'évaluation. Hein, première remarque. Deuxième, les problèmes de la sleeve, c'est qu'on ne sait pas. Quand on fait une sleeve classique, environ 30, 40%, voire 50% des patients vont développer un reflux après. Mais aujourd'hui, on a du mal à savoir qui va le faire, qui va développer ces reflux. Hein, parce que ça serait génial. Si on savait, bah, tiens, cette personne-là, à cause de son profil, c'est sûr qu'il va faire un reflux, bah, on lui fait une Nissen sleeve. Mais ça, on n'est pas là. On n'a pas encore cette connaissance. Et du coup, certains collègues ils se disent, bah, faut faire la Nissen sleeve chez tout le monde. Et comme ça, on prévient le risque de reflux chez tout le monde. Alors, ce n'est pas la position de tout le monde hein, dans la communauté chirurgicale, mais il est difficile, soit on le fait chez tout le monde, soit il est difficile de trouver les bons candidats. Hein. C'est un débat, c'est une très bonne question parce que c'est un débat encore ouvert sur lequel les réponses ne sont pas encore définitives. J'ai une petite question justement sur la Nissen sleeve. Est-ce qu'elle génère aussi de la malabsorption du fait de son schéma un peu entre deux, comme ça? Non, la Nissen sleeve comme la sleeve sont des C'est juste techniques de la restriction. qui génèrent peu de malabsorption. Je ne dis pas qu'ils ne génèrent pas de malabsorption. D'accord. Il n'y a pas de modification du cycle alimentaire. La malabsorption et des éventuelles carences peuvent survenir à cause d'une alimentation insuffisante. Hein, si on ne mange pas assez, donc le problème, ce n'est pas qu'on absorbe mal, mais c'est qu'on ne s'alimente pas suffisamment. Donc c'est ça. Donc il faut beaucoup de vigilance. Il y a une règle de base, chirurgie bariatrique. Après la chirurgie bariatrique, le patient ne doit pas vomir. S'il vomit d'une manière régulière, bien sûr, s'il mange trop vite, s'il n'a pas le bon comportement alimentaire, s'il est dans une phase de stress, etc. D'accord, très bien. Mais une fois qu'on a exclu ces cas-là, qu'on a bien cerné le contexte, on n'est pas censé vomir après chirurgie bariatrique. Ça doit être une alerte majeure pour tous les professionnels. Mhm. Et si un patient justement a eu une sleeve par le passé, mais on se rend compte qu'il a de nombreux RGO, enfin un grand RGO, est-ce qu'on peut le passer en Nissen sleeve ou pas? Non, Ok. non, malheureusement, c'est trop tard parce que la Nissen sleeve a besoin de. On utilise dans la Nissen sleeve une partie d'estomac qu'on a réséquée dans la sleeve normale. Donc, si on fait d'abord une sleeve normale, on n'a plus cette partie d'étoffe, si vous me permettez l'expression, pour faire la cravate autour de l'ésophage. Et donc, non, ça peut pas, malheureusement, ça ne peut pas aller dans cette direction-là. Donc, aujourd'hui, et malheureusement, c'est ce qu'on fait assez souvent dans les centres de recours, quand on a des reflux invalidants chez des patients ayant eu une sleeve, la plupart du temps, on les transforme en bypass gastrique et le résultat est plutôt satisfaisant. Justement, il y a une question pour savoir quelles sont les techniques qui sont irréversibles et celles justement qui peuvent être converties. Ça, c'est une question que les patients posent beaucoup et sur lesquelles les patients ont du mal à se faire une idée. Les gens pensent que la sleeve, c'est une intervention simple et qui est réversible. Alors, en fait, bah non, on a coupé 2 tiers de l'estomac et on l'a jeté à la poubelle. Hein. Et donc, moi, je le dis à mes patients, en fait, on vous coupe l'estomac, la moitié, il est jeté à la poubelle. C'est comme si on coupait un doigt, on n'est pas des lézards, il ne va pas repousser. Quoi. Il peut se dilater un peu, mais là, on coupe un bout d'estomac. Dans le bypass, je reste sur ces deux parce qu'elles sont les plus fréquentes, on change les circuits alimentaires, mais on va dire que tous les éléments restent en place. Donc, théoriquement, on peut revenir en arrière. Hein. Revenir en arrière, après ce type de chirurgie, c'est rarissime.
C'est dans des cas de malabsorption très graves. C'est vraiment des cas extrêmes, hein. C'est très rare. Une petite question par rapport à ce que vous disiez sur le fait que finalement une personne sur 5 reprenait du poids. Est-ce que c'est parce que ces personnes rentrent dans la case un peu des perdus de vue ou quelles sont les raisons en fait qui peuvent justifier en fait cette reprise de poids Alors, au-delà je, des ouais. habitudes du patient, hein, bien sûr. Alors, le comportement alimentaire n'est pas la cause. Le comportement alimentaire est le moyen à travers lequel les patients reprennent du poids. Parce qu'on peut reprendre du poids avec une intervention qui est encore nickel, on va dire, hein, parce que une sleeve bien faite ne permet pas d'assumer une quantité d'aliments très importante, mais un bypass, c'est pareil. Mais par contre, ces deux techniques sont susceptibles de, bah, comment dirais-je, ne protègent pas contre le grignotage. Hein, le grignotage, c'est quoi? C'est manger des toutes petites quantités d'aliments plusieurs fois par jour. Et en général, c'est des aliments soit très sucrés, soit très gras. Et les petites quantités passent. Donc ça, c'est le mécanisme par lequel souvent les gens reprennent du poids. Alors pourquoi les gens reprennent ces mauvaises habitudes? Il y a plein de raisons, hein. Il y a les questions de stress, les questions de traumatisme, les questions de personnel, euh, les questions de vie. Il y a plein de raisons. Le mécanisme est souvent le même. Les raisons sont pleines. Alors, j'aimerais apporter une question parce que ça me tient très à cœur, la question des pertes de vue. C'est pas vrai que les gens qui sont perdus de vue, euh, puisqu'ils ne viennent pas à l'hôpital, euh, ils reprennent du poids. Il faut être très prudent sur quelle est la relation causale. C'est pas parce que je ne viens pas à l'hôpital que je reprends du poids. Souvent, c'est l'inverse. C'est parce que j'ai repris du poids que je ne viens pas à l'hôpital. Il y a ce raisonnement-là. Il y a aussi ceux qui ont très bien perdu du poids. Ils ont marre de venir à l'hôpital. Et donc, même les gens qui ont bien perdu ne viennent pas à l'hôpital. Donc, dans la catégorie perdu de vue, il faut vraiment être très prudent sur certaines définitions. Le perdu de vue, ce n'est pas le mauvais élève, hein.